Julie Raymond d'Arcadie et José de Commerce Équitable France. Et donc moi-même, je suis Estelle Dubreuil et donc je vais animer cet atelier. Je vous propose la manière suivante. Alors vous n'êtes pas hyper nombreux, cela dit. Est-ce que ça a de l'utilité? Je voulais vous distribuer des post-it parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les post-it. Et donc pour éviter, voilà, si vous avez une question en tête, la noter sur le papier et comme ça on récupère toutes les questions et on en pose 2 ou 3 à la fin. Mais étant donné que vous êtes un peu... Ouais, vous lèverez la main? On fait de l'économie de papier aujourd'hui alors? Allez, donc notez vos questions et puis on prend un temps, 10 minutes à l'issue pour pouvoir échanger sur ce sujet passionnant. Alors, on a prévu une petite introduction justement pour situer le sujet. Alors, je prends un peu mes notes. Pourquoi questionner le local ici, dans ces assises? Donc, déjà parce que, on le sait, je pense, vous et moi, que produire et consommer une alimentation locale aujourd'hui est de plus en plus présenté comme la solution, avec un grand L, à tous nos maux, y compris des pouvoirs publics, et que cette idée est partagée par de nombreux concitoyens. J'ai mis un petit sondage qui est issu du baromètre. Ouais. Baromètre de l'alimentation, de la transition alimentaire, paru en 2021, qui nous montrait en fait tout en haut, que ce qui préoccupe quand même beaucoup les citoyens aujourd'hui, les consommateurs, on va dire, eh bien, c'est les produits made in France, et puis ensuite les produits régionaux de chez moi. Et donc, oui, le local est identifié un peu comme la baguette magique pour réduire notre empreinte carbone en limitant le transport des aliments et du coup participer à résoudre le dérèglement climatique. C'est aussi identifié comme la possibilité de protéger nos agriculteurs français et aussi de préserver des terroirs ou dynamiser des territoires. Et puis il y a une autre idée qui revient aussi, alors je ne sais pas si celle-là vous l'avez en tête aussi, c'est une idée de confiance. La slide d'après, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez cette ONG qui s'appelle Parlons Climat et qui fait un super boulot, j'en profite pour en parler, et qui a fait un focus group sur l'agriculture alimentation en 2022. Et donc ils nous ont partagé leurs résultats. Et ils disaient, voilà, le local est largement soutenu par les Français aujourd'hui, que ce soit pour en acheter plus, donc avec une volonté de s'orienter directement vers des produits locaux à 72%, de favoriser les circuits courts, et puis d'augmenter les aides. Il disait, ce qui nous paraît prioritaire, c'est d'augmenter les aides aux producteurs qui vendent localement. Mais ce qui était le plus intéressant selon nous, c'était, dans la tête des citoyens, c'est que le local est un indice de qualité, de confiance et de respect de l'environnement. Je reviendrai sur ces points. Donc du coup, nous, évidemment, chez Commerce Équitable France, je pense qu'on partage aussi ces objectifs de confiance, de proximité avec les agriculteurs, etc. Et c'est justement parce qu'on partage ces objectifs qu'il nous semble que cette solution de se dire tout local absolument est peut-être pas la meilleure. En tout cas, la solution est sûrement plus complexe, multiple, et que donc le sujet mérite d'être approfondi pour sortir des idées reçues et des solutions trop vite pensées. Alors déjà sur les effets environnementaux qu'offrerait le local. Peut-être donc la slide d'après, vous connaissez peut-être cette image, vous l'avez peut-être vu passer un peu, qui est tirée du site de l'ADEME, qui a fait qui a regardé ça avec un chercheur. Aujourd'hui, en 2022, produire une tomate en serre chauffée en Bretagne équivaut, en termes d'empreinte carbone, à faire venir une tomate de plein air en camion, depuis l'Afrique du Sud et en passant par l'Ouzbékistan. Oui, c'est une idée saugrenue peut-être, mais en tout cas, ça permet bien de montrer que finalement, l'empreinte environnementale du local
ben, c'est peut-être pas celle qu'on croit. En tout cas, peut-être que oui, mais à condition que. Donc c'est pas forcément si simple. Donc le transport, c'est la partie visible de nos émissions, mais il y a d'autres coûts cachés qu'on peut retrouver dans l'assiette et qui sont peut-être ce qu'on doit regarder aussi quand on... Ah oui, super. Merci. C'est les intervenants qui me donnent comment animer en fait. C'est-à-dire j'appuie dessus? Ah ouais. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, le transport, c'est pas simplement ça, c'est aussi peut-être les modes de production. Et donc vous avez déjà vu peut-être passer ce petit camembert du réseau Action Climat qui indique la part du transport dans l'empreinte environnementale de l'alimentation. Eh bien, 67% des émissions seraient dues à la phase de production agricole. Et puis, je crois que j'en ai peut-être une autre. Celle-là aussi, vous la connaissez. Je crois qu'on l'a déjà vue aussi pas mal. Alors là, c'est plus le bilan carbone donc par secteur en millions de tonnes. Et donc, là aussi, on voit bien tout ce qui est en jaune, c'est l'agriculture. Et donc, on en revient au mode de production et pas forcément au transport. Donc, cette idée reçue, c'est aussi quelque chose qu'on va questionner avec nos intervenants. Ensuite, on peut aussi questionner la question de la confiance et de la garantie que procurerait le local. Il n'existe pas de définition hyper claire du local, enfin en tout cas si vous en connaissez une, et d'ailleurs on en a peut-être toutes des différentes. Ce qui semble intéressant dans la tête des concitoyens, c'est que derrière le local, il y a le fait d'acheter circuit court, ou en tout cas d'acheter en direct à des gens que l'on connaît. Et donc cette question de la confiance, en tout cas de la connaissance, eh bien c'est hyper important dans pour les concitoyens. Et puis également le fait de soutenir directement des producteurs, parce que je crois que c'est José ce matin qui disait que les consommateurs n'étaient peut-être pas au courant de tout ce qui se passait derrière un prix. Bah, peut-être qu'ils sont pas au courant de tout, néanmoins, ils ont quelques idées et ils sont tous capables de dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez inéquitable dans les filières. Donc cette idée de vouloir soutenir directement et de façon rapprocher le producteur est vraiment quelque chose aussi qui est important, et c'est ce que nous confiait aussi Parlons Climat dans la tête des personnes qu'ils ont interviewées. Un agriculteur de proximité ne peut absolument pas vous empoisonner. C'est quelque chose qui est dans la tête, en fait, peut-être de nous tous, en fait. La personne d'à côté, en fait, ne nous veut pas du mal, globalement. Donc ça, c'est un autre chiffre intéressant, c'est qu'en 2022, toujours avec Parlons Climat, un des chiffres qui avait été donné, c'est 68% des Français trouvent crédible le fait que 100% des produits alimentaires soient fabriqués en Europe dans les 10 ans. 100% des produits alimentaires dans les 10 ans. Ça ne veut pas dire que ça sera exactement comme ça, mais en tout cas, c'est les gens, voilà, les Français, les interviewés croient à ce genre de choses. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons collectivement un gros travail pour ne pas passer à côté des vrais enjeux, ne pas céder non plus à un repli sur soi, qui nous condamnerait collectivement, au nord comme au sud. Et notamment parce que, qu'on le veuille ou non, en fait, tout ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, et notamment, par exemple, si on prend l'Amazonie, ça a un impact sur nous tous, dans notre vie de tous les jours, si on continue à déforester. Donc nous, acteurs du commerce équitable, au lieu de penser l'opposition, le « ou », on a décidé de valoriser le « et donc de montrer la complémentarité, l'ouverture, intégrer le CE comme un circuit court en fait à l'international, valorisant les modes de production durables comme des services sociaux et environnementaux rendus à nos sociétés, questionnant le besoin et travaillant sur l'origine des produits. Et nous agissons aussi en France pour relocaliser des productions qui régénèrent les sols, dynamisent effectivement les territoires et permettent aux agriculteurs de vivre décemment de leur métier. Donc voilà, à côté de ces idées et de ces raccourcis trop magiques, on oppose et on propose surtout celle de l'impact et de penser la complexité d'une autre manière, connaître le terrain pour relever le défi. Et donc c'est pour ça qu'on est, après cette petite introduction sur un peu la problématique, eh bien qu'on va rentrer dans le sujet avec nos intervenants.
et de pouvoir approfondir ce que font ces entreprises, Ecotone et Arcadie, pour justement rallier le nord et le sud, essayer de ne pas de mettre du « et » à la place du « ou ». Et puis on conclura aussi avec José qui nous fera part de ses réflexions sur justement la place du commerce équitable au local. On y va ? Je passe la parole à donc Julie Raymond. C'est toi. Ouais. On commence par toi. Oui, on a un peu modifié. Julie Raymond, qui est responsable achat, filière et commerce équitable chez Arcadie et qui a une présentation à partager. Tiens. Si. Pardon, petit souci technique. C'est vrai que c'est pas hyper pratique. Ou alors tu veux te lever ? Oui, c'est bon. Oui, elle est à la suite. Moi, j'ai pas tout passé. Bonjour à tous, donc je suis Julie Raymond, je suis la responsable des achats de la société Arcadie. Donc je vais juste rapidement vous faire un balayage en fait de qu'est-ce qu'est Arcadie. Donc Arcadie, c'est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans, donc on est en 100% bio depuis l'origine. Nos fondateurs en fait ont commencé à cultiver des plantes médicinales dans les Pyrénées. Et petit à petit sont devenus des importateurs d'épices, donc par le fait de rencontres et des rencontres avec des gens qui avaient des actions dans les pays sud. Donc ça c'est important pour l'histoire. Donc Arcadie, c'est 105 salariés. On est basé donc dans le sud de la France. On a donc deux marques, la marque Cook et l'Herbier de France, et on est uniquement distribué dans les magasins spécialisés bio. Et on a une deuxième activité sur le vrac auprès des industriels. Voilà, donc c'est 18 millions, un peu plus de 18 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Voilà. Donc on est engagé donc, dans le commerce équitable depuis le début. On a 17 filières aujourd'hui certifiées biopartenaires, nord et sud. Voilà notre volonté. Voilà, donc je vous montre un petit peu nos zones en fait d'achat. Donc vous voyez la planète. Donc en fait on achète un peu partout dans le monde avec un volume d'achat important sur la France et Madagascar suite à une relocalisation sur la France puisqu'on ne trouvait pas nos volumes ailleurs. Donc en fait c'était pas une volonté au départ de relocaliser pour animer le territoire. C'était vraiment un problème qualité, un problème volume, un problème tout simplement d'approvisionnement qui nous ont fait relocaliser en France. Donc voilà, donc j'avance. Voilà. Donc notre objectif et le vrai seul objectif de la société Arcadie, c'est en 2030 d'avoir 100% en fait de nos produits finis issus du commerce équitable. Donc on travaille très dur là-dessus. Donc dès qu'on va développer un nouveau produit, dès qu'on va rencontrer quelqu'un, un nouveau partenaire, quelqu'un en fait avec lequel on a le même ADN, on va essayer de regarder un peu plus loin, voir si à la suite cette filière pourra être labellisée commerce équitable. Donc aujourd'hui, la France représente à peu près 24% de notre volume d'achat, avec 82% issus du commerce équitable. Donc on estime en 2025 avoir 100% de nos achats en France issus du commerce équitable. Madagascar, c'est 23% de notre volume d'achat, avec 76% de commerce équitable. Et puis le reste de nos achats, c'est le reste du monde. On essaie de développer le commerce équitable ailleurs, mais c'est vrai qu'on est tombé, de par notre histoire, de par notre historique, un amour en fait pour Madagascar. C'est pas simple de travailler avec Madagascar, mais on continue à développer en fait des partenariats forts au sein de Madagascar. Donc je vais faire un focus en fait sur la France et Madagascar, c'est nos plus gros volumes d'achat. Donc en fait, les plantes de garrigue, donc le thym, origan, sarriette et romarin, ont été relocalisées donc en 2010
Donc pourquoi en fait l'objectif de cette filière, c'était surtout se réapproprier donc un savoir-faire oublié. À ce moment-là, en fait, on a acheté nos plantes de garrigue en Turquie, au Maroc, avec des gros soucis qualité. On n'arrivait pas à atteindre la qualité attendue, que ce soit la qualité organoleptique ou même la qualité sanitaire. Et même au-delà de ça, les qualités sociales. En fait, on avait vraiment du mal à se retrouver dans ce type de filière. Et donc, on a rencontré en fait des producteurs qui étaient OK en fait pour partir avec nous dans l'aventure. Donc c'était quelque chose de vraiment nouveau parce qu'en fait on avait complètement perdu le savoir, on n'avait plus le matériel agricole pour cultiver ce type de plantes dans le sud de la France. Et en fait ça nous semblait complètement aberrant de vendre une herbe de Provence made in Tunisie. Donc on s'est dit il faut vraiment qu'on arrive à avoir ces 4 plantes qui composent l'herbe de Provence issues de nos régions. Il y a eu aussi, on s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre la rémunération, sur les prix d'achat entre les pays d'Afrique du Nord et la France. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on a commencé à regarder les coûts de production et on s'est rendu compte en fait que, par exemple, le thym n'était pas payé du tout à sa juste valeur. C'est une plante extrêmement technique. Bon, il y a peut-être certains producteurs de thym dans la salle. Et là, on s'est dit, non, mais pour nous, ce n'est pas soutenable que notre 3e plante, en termes de volume, ne soit pas rémunérée à sa juste valeur. Donc, en fait, le commerce équitable répondait justement à cet enjeu avec le calcul des coûts de production. Et là, aujourd'hui, en fait, on en rentre donc en 6e année donc, de certification équitable. Et aujourd'hui, on peut accompagner les producteurs à avoir des bonnes pratiques environnementales, ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'en fait, on se cherchait, on essayait tout simplement de trouver la bonne manière de pouvoir produire ces plantes localement. Hop. Donc là, je m'éloigne de la France. Donc on arrive à Madagascar. Donc aujourd'hui, on a 3 filières à Madagascar, avec le poivre et la vanille dans le nord, le curcuma, cannelle, gingembre, Béroz, Combava, et puis une autre filière très récente donc dans le sud de Béroz. Donc notre constat, en fait, aujourd'hui, notre activité, les épices, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. On avait cette difficulté de se dire, nous aujourd'hui on veut faire du local, on veut défendre en fait nos convictions, mais comment le faire avec un pays étranger comme ça? Et on s'est dit, alors le commerce équitable est la réponse. De par des audits externes, ça nous garantit en fait des pratiques sociales plus justes. Donc en fait, on a travaillé en fait justement sur les qualités organoleptiques sanitaires des produits hachés sur ces filières. Toujours pareil, la rémunération en fait des producteurs est vraiment compliquée parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, il y a des acheteurs qui arrivent sur les filières et qui achètent à un moment donné, et puis l'année d'après, les producteurs sont complètement seuls, ne peuvent pas vendre leur production. Donc de par le commerce équitable, les producteurs avaient une visibilité en fait sur les volumes qu'ils allaient pouvoir vendre par notre partenaire à Arcadie. Il y a aussi l'accompagnement forcément des bonnes pratiques. Et le dernier axe, c'était vraiment s'ancrer dans le territoire. Arcadie n'était pas propriétaire de terre à Madagascar. Et aujourd'hui, donc ça fait 3 ans maintenant qu'on a lancé donc un gros projet avec notre partenaire Faelflor avec l'appui de la GIZ. Sur le développement en fait d'un projet global qui prend en charge énormément de volets, que ce soit le volet environnemental, le volet éducatif, donc l'éducation donc des jeunes et des adultes, le volet diversification, c'est un vrai problème à Madagascar parce qu'un producteur qui va produire du curcuma va faire uniquement du curcuma, et les années où malheureusement les acheteurs de curcuma ne sont pas là, le producteur a du mal à se nourrir. Donc en fait, ce projet accompagne les producteurs à être autonomes sur la partie alimentation. Il y a un projet, un planning familial, enfin voilà. Donc c'est vraiment un projet très très large. Et une difficulté à Madagascar, c'était l'accès au foncier. Donc avec notre partenaire, nous avons essayé de trouver la meilleure solution pour que les producteurs puissent avoir accès au foncier. On a acheté des terres qu'on met à disposition donc des producteurs. 2 hectares par producteur, 1 hectare pour la culture de rente, donc des épices pour pouvoir nous vendre des volumes,
et 1 hectare pour de la production vivrière, pour pouvoir malheureusement vivre quand le marché en fait s'effondre ou que les acheteurs ne sont pas présents. Voilà. Donc c'est un projet qui a 3 ans, qui va être certainement renouvelé avec la GIZ, et donc on essaie justement de trouver les bons sujets justement pour pouvoir mettre dans ce projet. Voilà. Mais n'empêche, même si on est un commerce équitable, même si on a trouvé des partenaires qui font un travail exemplaire en fait dans le pays, il y avait quand même un gros caillou dans la chaussure. C'était le transport. Donc on se disait, le transport, on veut décarboner notre transport. Les matières provenant de loin en fait ont un lourd bilan carbone. Et finalement, quand on a commencé à regarder de plus près ce qui se passait en fait dans le transport des pays exotiques, c'était la partie sociale en fait qui nous posait le plus de problèmes. Ce qui se passait en fait sur les porte-conteneurs, le droit du travail est quasiment inexistant. Pour moi, c'est vraiment de l'esclavagisme moderne, et se retrouver à importer des produits équitables issus d'une filière exemplaire, pouvoir la vendre dans des produits avec un réseau exemplaire, et avoir quelque chose qui se passait entre les deux en fait qui était complètement incohérent avec la filière. Donc de là est née une idée folle en fait de notre fondateur. C'était importer en fait les épices de Madagascar à la voile. Donc il y a eu une coopérative en fait qui est née de cette idée, c'est WinCop. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, ça fait un petit peu de bruit. Donc au départ, Mathieu Brunet, donc notre directeur actuel, a imaginé acheter un petit voilier pour mettre quelques sacs de poivre, de cannelle, enfin voilà, pas avoir le coût mais pour voir si ça allait fonctionner. Et on s'est rendu compte au niveau technique, ça allait être très compliqué. Donc on s'est dit, allez, un porte-conteneur, allez, 10 containers, ça nous fait à peu près la moitié de notre volume d'achat. Avec 2 rotations, on va pouvoir répondre donc à notre approvisionnement sur les épices. Et puis finalement, de fil en aiguille, aujourd'hui, on se retrouve avec un projet un peu fou. C'est un projet d'un porte-conteneur à la voile, donc avec 150 conteneurs de 20 pieds. Il y aura 5 rotations et demie en fait par an sur la ligne Madagascar-La France. Et là, aujourd'hui, on arrive dans les calculs du bilan carbone. On se dit, mais oui, on a un voilier, il va utiliser les moteurs uniquement pour s'éloigner des côtes, pour entrer dans les ports, pour passer le canal de Suez. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas le bilan carbone en fait qui va guider en fait notre choix de continuer à soutenir ce projet, parce qu'avec les chiffres de l'ADEME qui sont vraiment les plus pessimistes, on réduit notre bilan carbone seulement de 4. Donc notre bilan carbone entre un porte-conteneur classique et notre voilier, on n'est que sur 4. Et sur les porte-conteneurs avec des vitesses qu'ils appellent ralenties, on est avec une division du bilan carbone que de 2. Donc c'est pas tellement ça. Par contre, ce qui va être intéressant sur ce projet, c'est que ça sera un pavillon français avec une équité au sein de l'équipage, malgache, français, hommes, femmes. Il y aura vraiment un équilibre en fait avec au niveau de l'équipage et appliquer en fait les règles du commerce équitable sur ce voilier. Donc ce voilier va pointer le bout de son nez, on espère, donc début 2026. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut aller sur le site de WinCop. Voilà, c'est un projet coopératif. Voilà, même le financement du projet est très vertueux. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Julie. Donc, notez bien vos questions pour tout à l'heure. Et puis, on passe la parole avec Anne, qui va nous permettre de jouer un petit peu. Exactement. Alors déjà, bravo Julie et félicitations à Arcadie, hein, super démarche. D'abord, oui, pour vous présenter Ecotone, parce que Ecotone, c'est pas forcément un nom qui parle à tout le monde. En revanche, quand on dit Björg, Alter Eco, Bonne Terre, Clipper, Danival, Destination, ça parle généralement beaucoup plus et j'espère que vous tendez le bras généralement pour prendre de ces produits-là dans votre supermarché préféré. Ecotone, donc, c'est un groupe à échelle européenne dont le siège est situé à côté de Lyon. C'est également une entreprise à mission qui s'est donnée pour mission de nourrir la biodiversité. Et on se définit quelque part comme un collectif de marques bio, donc situé pas mal en aval des filières, mais on a également un certain nombre d'usines de production, que ce soit l'usine Destination ou les boissons végétales en Italie, Danival également dans le sud-est de la France.
Ce sont des marques aussi fortement engagées sur le commerce équitable. Bien sûr, Alter Eco, hein, pionnier du commerce équitable en France, aux côtés d'autres pionniers qui sont ici dans la salle. Mais également Clipper, qui est pionnier du thé équitable depuis 30 ou 40 ans en Angleterre. Bonne Terre, qui s'engage maintenant aussi. Danival, qui fait partie des premières entreprises qui ont rejoint Biopartenaires. Et Destination, qui ne cesse d'augmenter sa gamme équitable. Voilà pour les présentations. J'ai préparé également une petite introduction sur local versus global, mais ça va revenir à dire pas mal de choses qu'Estelle a déjà dit. Hein. Moi, grosso modo, résumer la structuration des filières agri-agro sur ces deux termes, ces deux polarités, ça me hérisse le poil. Je trouve que c'est extrêmement réducteur, empreint de pas mal de stéréotypes et de fantasmes. Bien sûr que le local a beaucoup de bénéfices, mais c'est aussi généralement chez l'acheteur une image très romantique du petit paysan. On parlait beaucoup de la confiance autour du terme de local, du petit paysan et de ses vaches dans les prés qui gambadent dans les prés, n'est-ce pas, comme vous voyez sur la photo, ou encore de ce paysan qui c'est pas du bio, mais c'est presque du bio, c'est tout comme, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que ça, quand j'entends ce genre de discours, j'ai un peu du mal avec, même si bien sûr quand on peut acheter local et bio, bien sûr, il faut. Quand cet acheteur de local me tient ce genre de discours, j'ai envie de lui demander, et puis le lithium de la batterie de ton SUV, là, il est local? Ah ben non, j'ai d'ailleurs signé la pétition contre la mine de lithium dans l'Allier. Ah d'accord, ouais, donc ça c'est mieux que ce soit global. Donc. Ok, donc des exemples assez grossiers et caricaturaux, mais pour dire qu'à mon sens, local versus global, c'est pas le vrai débat, c'est pas les bonnes questions à se poser. Finalement, les questions à se poser, mais c'est quoi nos combats? C'est quoi le combat qu'on veut mener? Et peut-être que le local sera une réponse, mais peut-être que ce sera aussi le global. Est-ce que c'est la préservation de l'environnement, l'impact carbone, la déforestation? Est-ce que c'est la rémunération du producteur? Est-ce que c'est la résilience d'un territoire? Finalement, c'est ces questions-là que j'ai plus envie de me poser que local versus global. Et du coup, chez Ecotone, on a eu tout un tas de dilemmes, hein, local versus global, notamment à la lumière de nombreuses analyses de cycle de vie qu'on a pu faire sur un certain nombre de nos produits. Et c'est là que je vais vous inviter à sortir vos téléphones portables. Essayez d'aller sur kahoot.it ou scanner éventuellement le QR code, parce que je vais vous inviter avec moi à je vais vous soumettre les dilemmes auxquels on a eu droit chez Ecotone. Et donc, quand vous allez sur kahoot.it, normalement, il vous demande un code PIN qui s'affiche à l'écran. Et je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter. Normalement, on voit les joueurs qui se connectent. Et comme je suis un petit peu, je l'ai pas là. Comme je suis un petit peu jalouse que mes collègues tout à l'heure aient pu distribuer des trophées, moi, je vais vous distribuer des calendriers de l'avant Clipper à ceux qui gagnent. Voilà. Qui sont à ce côté de Juan Felipe dans le sac blanc. Je les ai oubliés là-bas. Ok, est-ce que la plupart des gens sont arrivés à se connecter? Je vois qu'Antoine est connecté, des noms que je connais, Christelle aussi. Christelle, ça tombe bien, la première question est pour toi. Ah ouais. Si... Voilà. Alors, on va lancer la première question, si tu veux bien. Exactement. Alors, oui, super. Ok. Alors, attention, la première question. La première question va concerner la boisson végétale avoine de Bonne Terre, qui est avec de l'avoine de Bourgogne, de la Cossébi, qui est transformée dans le nord de l'Italie. Quelle est l'action qui aura le plus d'impact pour réduire le bilan carbone de cette boisson avoine? Est-ce que c'est finalement acheter l'avoine à notre réseau de producteurs italiens qui sont proches de l'usine? Est-ce que c'est lancer le produit sous format 50 centilitres concentré au lieu d'1 litre? Est-ce que c'est diminuer le pourcentage d'avoine dans
la recette ou est-ce que c'est se faire labelliser biopartenaire? Il vous reste donc, combien? Il n'y a pas un décompte normalement, il y a 30 secondes encore pour répondre. Je répète, le choix rouge, c'est acheter l'avoine à notre réseau de producteurs italiens proche de l'usine. Le choix bleu, c'est lancer le produit sous format 50 centilitres concentré au lieu d'1 litre. Le choix 3, c'est donc en orange diminuer le pourcentage d'avoine de la recette. Ou en vert, le choix se faire labelliser biopartenaire. Attention, il vous reste 10 secondes. Je vois les réponses qui augmentent encore, suspense. Il faut savoir que plus vous répétez vite, plus vous aurez points, plus vous aurez de chances de gagner le super lot. Et attention, la réponse est... Alors, vous avez répondu quoi? Vous avez répondu « et oui ». Majoritairement, vous avez choisi la bonne réponse. C'est de lancer le format 50 centilitres. Alors, avant de passer à la prochaine question, je vais quand même commenter un petit peu tout ça. On l'a vu, le transport, ce n'est pas ce qui pèse le plus sur le transport de matières premières. Donc au final, quand on voit les pratiques vertueuses des producteurs avec qui on travaille en Bourgogne, et Christelle ne dira pas le contraire, et ben, finalement, la différence de transport par rapport à de l'avoine locale est assez faible. En revanche, transporter 2 fois plus d'eau qu'il ne le faut en transportant des packs d'1 litre au lieu de 50 centilitres et en demandant après aux consommateurs de rajouter 50 centilitres d'eau à partir de chez eux, ça fait quand même plus de sens. Et se faire labelliser biopartenaire n'a malheureusement pas d'impact sur l'ACV, mais on l'a fait quand même. Voilà, et ben on va passer à la question suivante. Entre-temps, on a qui a le score Bio Forever. Alors, je ne sais pas qui est Bio Forever, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et Antoine, en deuxième. Deuxième question, nos cafés bio agroforestiers avec nos COP qui sont dans la plupart des cas très engagés dans la conservation des forêts de leur territoire. Quel est le facteur d'émission carbone le plus important auquel on a dû faire face lorsqu'on a fait réaliser les analyses de cycle de vie de nos cafés? Alors, réponse rouge, le fait qu'ils soient bio, on a un rendement plus faible, donc il y a plus d'utilisation de terre. Réponse bleue, la contribution à la déforestation. Réponse 3, donc en orange, le transport. Et réponse 4, en vert, le processus de torréfaction. Donc, il vous reste 28 secondes pour répondre. Donc, quel est le facteur d'émission carbone le plus important parmi ces 4 réponses? Le fait que les cafés soient bio et que du coup, on a un rendement plus faible et qu'on a besoin de plus de surface agricole. Est-ce que c'est la contribution à la déforestation? Est-ce que c'est le transport? Ou est-ce que c'est le processus de torréfaction? Attention, il ne reste que 4 secondes pour répondre. 3, 2, 1. Attention, les réponses. Et oui, bravo, je vois que j'ai affaire à des spécialistes puisque le facteur d'émission le plus important auquel on a eu le droit, c'est la déforestation. Et ce jour-là, quand les consultants nous ont donné les résultats, j'ai eu beaucoup de mal à tenir mon calme. Alors, je vais commenter un petit peu avant qu'on fasse la fête à ceux qui ont gagné. Alors non, on va le faire tout de suite, d'accord? Et bien Clara, et puis Antoine, tu t'es fait brosser sur la dernière ligne droite. Voilà, Clara, félicitations à Clara. Clara, BioForever et GoBetween. Il se trouve que j'ai de toute façon 3 cadeaux à remettre. Je vous remettrai tous les 3 tout à l'heure. Pour quand même commenter un petit peu les réponses. Donc, la déforestation était le facteur le plus important. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon calme parce qu'on est quand même avec des coopératives très engagées dans la conservation des ressources naturelles de leur territoire. Et ce que le consultant nous a dit, c'est oui, c'est bien. Mais à partir du moment que vous soutenez la demande dans ce pays-là, vous créez une pression foncière finalement. Et il y a ce qu'on appelle l'effet rebond qui fait que même si vous, directement, vous faites attention à ne pas participer à la déforestation, malgré tout, vous soutenez la demande locale. Donc, on vous met un coef de déforestation qui m'a rendu complètement dingue. Je leur ai demandé, mais alors on fait quoi? Ils m'ont dit, proposer de la chicorée. J'ai dit, ok, merci, super. Donc, d'ailleurs, on le fait, hein, Destination propose de la chicorée. Mais je me suis dit, ok, si ça veut dire qu'il faut qu'on laisse nos espaces en rayon à des marques peut-être moins vertueuses, pardon, mais non, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous avoir partagé ces 2 dilemmes, mais je vois que je suis sur un parterre de spécialistes. Merci beaucoup de votre attention. Non, je vais prendre tout de suite. Alors, enchaînement, ça marche? Je ne sais plus où j'en suis, moi.
Oui, donc c'est une conclusion, sachant que l'introduction introduisait des éléments de conclusion, et enfin, en tout cas, on est tous assez convergents. Je voulais commencer en disant, voilà, si je dis que c'est François Collard du Tilleul, je crois qu'il l'avait dit il y a 2 ans aux Assises, il est parti. Si je dis que la question du local est au fond centrale pour le commerce équitable, eh bien, je risque de surprendre un certain nombre de gens. Ça n'apparaît pas évident. François disait d'ailleurs, si, parce qu'on met le territoire au cœur des échanges. Et toute la journée l'illustre très très bien. À chaque fois, on parlait de filière, on parlait d'origine, enfin, on parlait de local au sens localisation déjà. Et puis, si on regarde l'histoire du commerce équitable, eh bien, il est né d'initiatives à la base, dans des territoires bien définis, autour d'hommes, de femmes qui sont regroupés, organisés, des associations, des groupements de producteurs, et puis l'histoire a commencé. Donc là, c'est le local à opposer, disons, au global, au central, au centralisé. Et puis quand on voit le déroulement du commerce équitable, concrètement, les premières choses qui se font, c'est la création ou la structuration de filières, et dans un esprit de partenariat fort, de partenariat solidaire, où les différents acteurs finalement vont s'inscrire dans des relations de proximité. Même si la proximité va passer à travers des écrans aujourd'hui, il y a quand même cette dimension-là qui est très très forte. Alors opposer circuits courts et puis les circuits du commerce équitable, ça n'a pas beaucoup de sens. J'en veux d'ailleurs l'illustration. Tout à l'heure, il y a eu une présentation d'un des lauréats des trophées, je crois que c'était Volaille Bio de l'Ouest, qui nous expliquait que dans un premier temps, enfin, je ne sais pas si c'est un premier temps d'ailleurs, qu'il y avait une partie de la production qui partait en circuit court et puis le reste qui partait en équitable. On peut penser que le circuit court, c'est effectivement un circuit de proximité où là, je connais mon producteur, je sais comment il travaille, je le visite, j'ai confiance, la confiance est installée, elle n'a pas besoin de certification. Mais dès lors que je vais un tout petit peu plus loin, eh bien, c'est là que le commerce équitable prend le relais pour créer cette confiance qui est nécessaire. Et elle est nécessaire parce que aujourd'hui, eh bien, je crois que, l'ordre de grandeur, on a 70% des biens alimentaires qui passent, peut-être plus d'ailleurs, je ne sais plus, qui passent en grande et moyenne distribution. Quand vous voyez Rungis, vous comprenez que, voilà, on ne peut pas uniquement... les circuits courts, ça sera long avant qu'ils permettent d'approvisionner en biens alimentaires de qualité l'ensemble de la population d'un pays comme la France. Donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, je note dans les différents exemples qui ont pu être donnés aujourd'hui, que ce soit des exemples sur des coopératives en Afrique ou chez nous, le lien étroit aujourd'hui entre commerce équitable et promotion de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est aussi des systèmes de production plus autonomes, moins dépendants de l'achat d'intrants extérieurs. C'est de la diversification qui permet de réduire précisément cette dépendance aux intrants. J'ai entendu Assata, présidente de la coopérative de cacao, qui revendiquait haut et fort de diversifier et d'aller sur les marchés locaux. C'est ce que Julie nous a expliqué aussi tout à l'heure sur Madagascar, où il y a le développement d'une culture de rente, mais on travaille aussi sur le développement de cultures vivrières, donc destinées au marché local. Donc cette opposition, elle paraît effectivement un peu sans objet. Alors c'est peut-être une question de définition du territoire. Et moi j'aime bien la définition d'un philosophe qui nous a quittés il y a peu de temps, Bruno Latour, pour qui le territoire, ça n'est pas en fait défini par les coordonnées géographiques,
c'est le territoire, je crois me souvenir, c'est ce dont nous dépendons. Et on voit bien qu'on dépend tous d'un espèce d'archipel. Si vous regardez vos relations amicales, par exemple, vous êtes dans un archipel de relations, les relations économiques, les relations... Et c'est ça la vie, en fait. Alors, pas d'opposition. Le commerce équitable est présent et intéressé à toutes les échelles. On a ce matin vu des représentants de l'État, des collectivités locales, des associations, des organisations de producteurs. On travaille à tous ces niveaux. Alors, un point quand même important que je veux souligner que Estelle a évoqué, c'est le rejet du localisme. Cette vision qui voudrait que si les problèmes sont globaux, les solutions ne peuvent se trouver qu'au niveau local, qui traduit un défi de l'État qu'il s'agit de démonter et peut-être de renvoyer à des pouvoirs locaux, on ne sait pas, mais cette défiance fondamentale, je ne pense pas, et c'est là encore un message un peu de la journée, ce n'est pas le propos du commerce équitable. Cette vision-là, elle est dangereuse. On voit l'effet d'éviction des étiquettes locales sur les marchés de distribution. C'est dangereux aussi parce que ça nous détourne des grands enjeux qu'on a évoqués, du cadre macroéconomique, du poids des décisions qui sont prises au niveau central. On peut noter que les multinationales, qui sont peut-être les structures les plus affranchies des politiques nationales, régionales, etc., n'oublient pas d'investir des millions et des millions pour peser sur les politiques publiques. Donc cette dimension-là, elle est présente. 2 minutes. J'en prendrai peut-être un petit peu plus. Quand même, surtout si... Attends. Alors, là, du coup, tu vois, tu m'as perturbé. Oui, je voulais dire, donc, en fait, aujourd'hui, ça a été dit, mais je le répète, nous traversons, l'humanité et doit faire face à des défis existentiels que je ne vais pas citer, on les a tous en tête. Et pour les régler, on a besoin d'une coopération et d'une coopération internationale. Et on ne voit pas comment, et cette coopération internationale est en très mauvais état aujourd'hui d'ailleurs, et on ne voit pas tellement comment on peut remonter quelque chose hors de politique de solidarité, et de solidarité forte entre les peuples, entre les pays, de solidarité non sélective. C'est tout sauf 2 poids 2 mesures. Et ça, on peut dire que le commerce équitable, il est présent à ce niveau-là. Et donc, sur ces fondamentaux, donc des valeurs que j'évoquais ce matin, du partenariat, de la coopération, de la solidarité, eh bien, et sur les centres d'intérêt qui sont historiquement le social et l'environnemental, eh bien, il a des réponses à donner, mais il a bien évidemment besoin de ces politiques publiques et je vais m'arrêter là, puisque les 2 minutes sont écoulées. Merci beaucoup d'avoir tenu le timing, pardon. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps de prendre 2 questions, ceux qui sont les plus rapides, à poser à nos intervenants, ou des réactions, d'ailleurs, à ce qui vient d'être dit. Oui, alors. Bah oui. Ou alors, tu sais crier, Guillaume? Merci. Donc Guillaume Artaud de l'association Ingénieurs sans frontières. Question avec un peu de remise en contexte. Donc je reviens sur les premières diapositives que tu nous as présentées, Estelle, sur cette étude là des consommateurs, qui nous rappelle qu'en fait il y a encore beaucoup de travail à faire d'éducation. Et vous savez que c'est un petit peu le dada d'Ingénieurs sans frontières. C'est pour ça que j'aborde ce sujet-là. D'éducation, et encore que l'éducation ne sera pas suffisante, parce que quand bien même on éduquait tous nos concitoyens, reste le problème du pouvoir d'achat. On évoquait ce matin le fait qu'on avait qu'il n'y avait pas de plafond de verre. Chez Ingénieurs sans frontières, on se demande si le fait, comme on le disait ce matin, que l'offre crée la demande, au contraire ne crée pas un plafond.
et que le système agro-industriel en fait limite les produits dont on parle aujourd'hui à une niche qui profite à des entreprises tout à fait vertueuses comme Ecotone. Donc je pourrais prêcher pour ma paroisse en expliquant que la sécurité sociale de l'alimentation telle que portée par Ingénieurs sans frontières répond à ces problèmes, mais ma question n'est pas celle-là. Ma question est donc, après cette longue introduction, qu'est-ce que les entreprises, les grandes entreprises, et en particulier les deux vôtres, font aujourd'hui en termes d'éducation, concrètement? Et est-ce que vous avez un peu d'éléments de reporting à nous apporter là-dessus, des choses encourageantes pour nous montrer comment, au-delà de cibler des acteurs, des consommateurs qui sont déjà convaincus, vous allez chercher de nouvelles personnes? Je vous ramène pas le micro. Vous en avez un? Si? Ouais. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? Non. Ouais. Ah, il marche. Oui. Oui. Donc nous, c'est vrai on a peu accès aux consommateurs. C'est notre difficulté. Aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas. On a toujours un distributeur, on a toujours une entreprise en fait qui est entre nous et le consommateur. Donc, on a un site internet, on essaye de faire des vidéos filières, enfin voilà, pour essayer de montrer ce que nous on fait en termes de commerce équitable ou en fait des pratiques vertueuses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout accès à ce conso. Donc là, l'année dernière, Arcadie a fait un modeste magasin d'usine pour déjà essayer en local de toucher les consommateurs et pouvoir parler de l'enjeu commerce équitable, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux en fait qu'on peut rencontrer sur nos filières. C'est pas simple. Nous, en fait, on n'a pas trouvé aujourd'hui justement l'espace de rencontre avec nos clients et surtout nos consommateurs. J'ai malheureusement pas grand-chose à ajouter. Nous, c'est pareil, on est très dépendant de distributeurs. Bon, quand on est en magasin bio, on est déjà chez des convaincus. Donc, si je me concentre sur la GMS, le vent tourne, ils réduisent la taille de nos rayons. On a très peu de prise là-dessus, malheureusement. Pareil, ce qu'on a fait en local, on est associé à Bioconsommateurs et nos salariés tournent dans les écoles pour expliquer ce que c'est l'agriculture biologique et les produits biologiques et la vertu, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la solution, c'est le partenariat avec des associations d'éducation, par exemple. Ça peut. Et il y a mon collègue Thibaut qui veut prendre la parole, je crois. Oui, sur les packaging. En effet, Thibaut me glisse à l'oreillette que l'autre manière d'éduquer qu'on a trouvée et qu'on met en œuvre à présent, c'est le Planet Score. J'ai parlé pas mal d'analyses de cycle de vie et d'ailleurs qui sont pas toujours, c'était une petite boutade que j'ai fait dans une de mes questions, hein, qui sont pas toujours favorables aux produits bio d'ailleurs. Et du coup, le Planet Score a l'avantage aussi, de manière assez succincte, à aussi dire attention, il y a aussi les enjeux biodiversité, pesticides, bien-être animal, climat, et à encapsuler tout ça dans une méthode bien fichue et très lisible pour le consommateur. Non. Peut-être on n'est pas capable d'évaluer aujourd'hui les impacts de l'affichage social et environnemental comme le Planet Score. Donc ça, c'était la question de l'éducation. Est-ce que vous avez une autre question, une dernière ou une avant-dernière à poser justement ou à réagir sur le sujet, à partager aussi ce que vous faites vous? Merci, bonjour, Gulseren Verhulst-Saltoun, je coordonne le programme alimentaire au CFSI. Je voulais revenir sur le voilier. L'année dernière, par exemple, on avait un film dans la sélection qui n'a pas été retenu par notre comité de sélection, qui montrait l'exemple du voilier de Grain de Sale, que vous connaissez peut-être, donc qui amène du chocolat, lui, par voilier. Et notamment des acteurs du commerce équitable qui font partie aussi du comité ont dit non, c'est trop anecdotique comme exemple. Donc je suis ravie de voir qu'il y a quand même d'autres initiatives du même genre. Et justement, je voulais savoir si vous échangiez avec d'autres initiatives similaires pour partager vos freins, ceux que vous avez mentionnés, et voir comment cette solution peut être développée ou pas, si vraiment finalement elle ne répond pas aux enjeux notamment d'émissions de gaz à effet de serre, ou pas assez.
Donc, Merci. au début donc, du projet Voilier, ce qui n'était pas encore WinCop, donc le petit collectif, notre directeur, Mathieu Brunet et une petite équipe d'ingénieurs, se sont rencontrés justement Grain Sail pour un petit peu regarder quels sont les freins au démarrage de leur projet. Enfin voilà, et ce qui a aussi aidé au dimensionnement du porte-conteneur. Donc en fait, oui, effectivement, toutes ces démarches en fait se regardent et s'entraident et s'inspirent justement pour trouver la meilleure alternative justement à ce transport avec des pratiques sociales difficiles. Alors je suis désolée, on ne va pas prendre de deuxième question, je vois que ça s'agite au fond, mais par contre on avait proposé à chacun des intervenants des ateliers de... Oui, pardon Julie, on ne te l'a peut-être pas redit. de proposer un levier d'action que Commerce Équitable France pourrait reprendre. Je suis sûre que tu vas en trouver là en quelques secondes. Anne, tu avais une slide, mais c'est pas grave, Oui. tu peux faire sans. Oui, alors pour Ouais. moi, il y a un levier que je voyais aussi, qui par certains aspects peut être anecdotique, mais pour moi, c'est finalement appuyer nos fournisseurs globaux, entre guillemets, à aussi penser local. Il y a eu un super bon exemple dans l'atelier juste avant avec Arthur qui parlait de Copac et de la diversification des cultures qu'il y avait au niveau de Copac. Nous, c'est pareil, on soutient des projets d'agroforesterie dynamique en Équateur d'abord et maintenant au Duras pour justement que les producteurs, dans le cadre de projets agroforestiers, puissent également avoir une diversité de cultures vivrières, mais également de revenus, d'avoir d'autres commodités dont ils puissent bénéficier pécuniairement ou d'un point de vue alimentaire en local, du coup. Pour moi, c'était un peu ça, et de manière un peu plus anecdotique, je mettais aussi derrière ce résumé-là. Au Togo, on a une coopérative à qui on avait fourni un petit labo pour transformer ses fèves en chocolat, parce qu'ils voulaient justement faire des tests sur les différentes méthodes de fermentation et voir ce que ça donnait sur le produit fini. Et la dernière fois que je suis allée les voir, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils avaient utilisé ce petit labo pour commercialiser en local leur propre chocolat. Voilà, ça reste là aussi anecdotique, mais j'ai trouvé ça joli et symbolique. Merci Anne. Julie, Moi, je vais juste sans pression. Hein. Voilà, je vais aller très rapidement, mais ce que tu disais, ça m'a inspiré quelque chose. C'est que lors de mes voyages à Madagascar, je me rends compte en fait que le peuple malgache en fait n'utilise pas les produits qu'ils produisent. Et c'est vraiment un problème. En fait, la nourriture à Madagascar a très peu de saveur. Et voilà, donc moi, ça serait vraiment un rêve que de par en fait notre action en fait sur le territoire, en fait de pouvoir faire changer l'alimentation pour passer sur une alimentation un peu plus gourmande. Là, à Madagascar, on se nourrit juste pour vivre, on se nourrit pas pour se faire plaisir. Et là, c'est quelque chose en fait grâce aux épices. Enfin, voilà, ils ont la possibilité en fait de pouvoir goûter à ça et s'améliorer en fait dans le goût de leur alimentation. Et c'est vrai, voilà, pouvoir utiliser les produits qu'ils produisent. Voilà. Consommer local au nord et au sud. Du coup, est-ce que José, toi, non, tu fais pas partie. Si, tu fais, oui. Je sais pas. Dans le doute, vas-y. Dans le doute, ce matin, on a parlé, François Collard du Tilleul également, des externalités qui peuvent être positives ou malheureusement plus souvent négatives des processus de production. Je pense qu'un inventaire serait une très très bonne chose. Et un inventaire comparatif justement entre les filières dites, je ne sais pas comment les qualifier, traditionnelles, conventionnelles, et les filières bio, les filières équitables. Et ce sont des travaux qui commencent à se développer au niveau de la recherche. C'est la comptabilité par les coûts réels. Il y a un acronyme anglais bien sûr. On pourrait essayer de pousser nos partenaires institutionnels à développer des études déjà dans un premier temps pour dévoiler un petit peu cette chose-là. C'est une des fonctions du commerce équitable que de faire du dévoilement également. Et après, on peut travailler sur de l'éducation et on peut travailler sur de l'interpellation, du plaidoyer, des politiques publiques, etc. Bon, c'est une idée, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous.